Bonsoir à tous, ça fait toujours plaisir de voir des sourires et des applaudissements. Par contre, je me dis que si dans 45 minutes vous souriez plus et vous m'applaudissez pas, ce sera un peu raté. Alors, justement, moi je voudrais déjà commencer avec la pression, déjà, parce que alors, depuis que je suis arrivée ici, je suis arrivée vers 17h30, toutes les personnes que je croise me disent ça va, pas trop la pression, alors prête, pas la pression. Et en fait, oui et non. Oui et non, parce que, évidemment, ce soir, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Ça me tient à cœur. Donc, c'est vrai que tout ce qui tient à cœur apporte une forme de pression. Mais heureusement que je me suis raconté une toute autre histoire aujourd'hui. Parce que sinon, j'aurais pourri ma journée. Si j'avais commencé à me dire, oh, ce soir, avec le petit mail de Clément, ce soir, on est complet. En plus, j'ai reçu ça aussi. Dans ma boîte mail, j'aurais une forme de pression et je me dirais, mais comment je vais faire? Et puis, j'aurais commencé à me déformer la réalité. À voir dans tous les gens des têtes bizarres. Ça vous est jamais arrivé, ça? De voir, dire, oh, voilà, je suis sûr qu'il est en train de penser je sais pas quoi, en train de me regarder bizarre. Parce que c'est peut-être juste sa tête, en fait. Il y a des gens, ils ont des têtes comme ça, c'est leur tête heureuse. Donc, j'aurais commencé à me déformer cette réalité et à me raconter une mauvaise histoire, à me pourrir la journée. Et au final, en fait, ça m'est égal. Ici, dans cette salle, je vais sûrement pas plaire à tout le monde, c'est vraiment pas le but. Moi, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis, vous savez quoi, je vais même pas être parfaite. Est-ce qu'ici, il y a déjà des gens qui sont arrivés sur un événement ou quelque chose qui leur tenait à cœur, ou un examen, ou quoi que ce soit, avec de la pression? Des gens qui ont déjà eu peur dans leur vie. Levez la main. C'est bien, ça me permet de voir les menteurs. Enfin, ceux qui lèvent pas la main, en l'occurrence. Et est-ce que malgré tout, ça s'est bien passé? Ah, donc en fait, plutôt bon signe. On peut avoir peur et ça peut bien se passer. Donc en fait, déjà, c'est une première façon de se raconter une autre histoire de la pression. À chaque fois, vous repenserez à ça. Finalement, ça peut mal se passer. Enfin, je peux avoir peur, ça peut très bien se passer. Et puis de toute façon, si je suis pas parfait, ça ira. Et même des fois, ça rassure de voir les gens qui sont pas parfaits. Parce qu'on dit que si eux, ils y arrivent, alors là, tout va bien aller. Et c'est un peu le problème des entrepreneurs, c'est qu'on essaie toujours d'être parfait, de se dire je veux créer la start-up parfaite, je veux être parfait. Et en fait, des fois, on se fait une montagne et on n'avance pas et on a peur. Alors, ça, on va revenir sur cette notion, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a souvent hanté. Et pour me présenter, donc je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille, virgule 7. J'en ai une autre qui va pas tarder à arriver. Il me tarde d'ailleurs, parce que c'est pas très confortable. Et donc en fait, aujourd'hui, oui, je suis à la tête de ma propre entreprise de coaching en entreprise individuelle, parce qu'en fait, je suis obsédée par quelque chose, c'est exploiter le plein potentiel de chacun. C'est un peu bizarre, je sais, mais c'est quelque chose qui m'anime et qui vient de ma vie passée. Ma vie passée, en fait, j'étais triathlète de haut niveau. Donc j'étais en équipe de France olympique, j'ai même eu une Marseillaise à mon honneur, c'est la classe quand même, sympa. Et en fait, ça a été 15 ans de ma vie. Et par contre, j'ai vécu ma carrière de deux manières très différentes. J'ai eu deux carrières, en fait. Pourtant, sur la ligne de mon palmarès, ça se voit pas trop. Il y a quand même une petite année et demie où on ne me voit pas trop sur les résultats. C'était une année vraiment de grande transition, si on peut appeler ça comme ça. Mais ça a été toujours au cœur de la performance. La performance a toujours été au cœur de ce que je voulais faire. Aujourd'hui encore, hein, je suis une obsédée de la performance. Sauf que là, pareil, je me raconte une histoire différente. La performance, comme définition, d'être la meilleure version de moi-même, quel qu'en soit le domaine. Et cette performance, aujourd'hui, je l'ai baptisée différemment, mais elle était très destructrice. Elle était destructrice sur ma première partie de carrière. J'étais jeune, je suis arrivée au Centre national d'entraînement, très précoce. En gros, j'avais couteau entre les dents, peur de rien. Je voulais tout défoncer, y compris, voilà, je rajoutais des entraînements en cachette. Il fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en plus, ça marchait. Ça marchait, j'ai inscrit de belles lignes de mon palmarès, j'étais championne du monde. Donc c'était génial, j'avais trouvé en gros la recette du succès, il faut taper dedans pour que ça marche. À force de chauffer ce petit grain de maïs, popcorn, j'ai explosé. J'ai explosé en plein vol.
Et c'est ce qu'on rencontre beaucoup dans notre société. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui est à la mode, qui s'appelle le burn-out, la dépression. J'ai l'impression que c'est un mot qu'on ne cesse d'entendre, parce qu'en fait, les gens n'ont aucune stratégie dans leur vie, dans leur développement, dans leur progression, dans leur performance en quelque sorte. On tape dedans, on se refuse d'avoir des faiblesses, on veut taper dedans, taper dedans, taper dedans, pour réussir à un moment donné à éclore. Sauf que, en fait, il n'y a pas de hasard dans la performance. Évidemment, il y a du travail, hein, ça ne tombe pas comme ça, mais il y a des stratégies. Il y a une stratégie de la performance. J'ai pu l'expérimenter en sport, j'ai pu l'expérimenter dans mon entreprise, et puis moi, je m'intéresse beaucoup aux gens qui réussissent et qui gagnent. Et j'aime les étudier. J'aime étudier les biographies de grands entrepreneurs, de grands champions, et on s'aperçoit que la mécanique du succès est toujours la même. Alors après, le but, c'est d'essayer de l'appliquer du mieux possible, sans être parfait bien sûr, mais on peut l'appliquer. Et sur cette seconde partie de carrière, donc en gros, j'ai volé en éclats. Pendant 1 an et demi, Laure Blanchet, elle est finie, c'était évident, parce que complètement détruite physiquement, détruite psychologiquement. Et on aurait pu dire, j'aurais pu quitter le monde du sport de haut niveau, passer complètement à autre chose, sauf qu'en fait, ça me tenait à cœur. J'avais pas accompli tout ce que je voulais accomplir dans le triathlon. J'avais encore des choses à faire. Et il était hors de question d'abandonner. Parce que abandonner, c'est créer au niveau de son cerveau une facilité. C'est de se dire qu'à chaque fois que ce sera dur, j'arrêterai. Plaisir immédiat, douleur différée. Quand on a mal, c'est quand même plus agréable d'arrêter. Sauf qu'après, il y a une forme de culpabilité. Et puis je me suis dit, de toute façon, la vie se vengera et te redonnera une leçon. Donc je me suis dit, non, tu vas rester dans le même milieu. Tu vas aller rechercher la performance, mais différemment. Et de ça, il a fallu reconstruire. Parfois, on est un peu seul face à soi-même. On est très entouré, mais à la fois très seul. Et je me suis inspiré vraiment de cette mécanique du succès. Ensuite, que je vous dévoilerai bien sûr, parce que sinon, voilà, c'était tout. À plus, c'était sympa. Donc en fait, j'ai rebâti une deuxième carrière qui a été encore meilleure que la première. Et sincèrement, c'était beaucoup plus agréable. Parce que taper dans la marmule tous les jours à l'entraînement en disant « c'est comme ça qu'il faut faire », c'est super fatigant. Ça fait très mal aux jambes, tout le temps, tous les jours. Alors, je ne dis pas que j'étais devenue fainéante, mais je vivais les choses différemment. Et j'ai eu une belle carrière. Tout allait super bien. Franchement, j'étais au summum. J'avais tout juste 30 ans. Je venais de signer un super contrat de 2 ans aux États-Unis. Je devais partir vivre là-bas 8 mois de l'année. Une marque qui donne des ailes en plus. Donc je me suis dit, voilà, c'est bon. Ils ont plein d'argent en plus, ça va être super bien. J'ai vécu là-bas. Et donc, ça m'a pas vraiment donné des ailes. Puisque, coup du sort, il y a des aléas dans la vie. Le 31 août, on me diagnostique une tumeur cérébrale. Alors vous écrivez la tumeur comme vous voulez, hein. Vous mettez un espace après le tu ou pas. Quoi qu'il en soit, on peut toujours dire que les sportifs n'ont rien dans la tête, j'avais au moins ça. C'est ce que j'ai dit sur le coup, après j'ai pleuré, hein. Je vous rassure, ça ne m'a pas fait rire du tout. Et aujourd'hui j'en parle, toujours un petit peu la gorge serrée, on ne va pas se mentir non plus, mais parce qu'en fait c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est injuste, c'est tout ce qu'on veut. Il y a eu 8 mois de traitement très difficile derrière. Après, il a fallu se reconstruire. Et je me suis dit, tu vas reconstruire ta vie sur la même mécanique du succès. Et retrouver quelque chose qui t'anime. Pas évident parce que du jour au lendemain, je venais de tout perdre. Perdre ce qui m'animait au quotidien, ce qui faisait mon quotidien, ce qui était une façon aussi d'exister, parce que voilà, on existe parfois au travers de ses activités. Je n'existais pas que au travers du triathlon, mais il prenait beaucoup de place dans mon quotidien depuis de nombreuses années. Et en fait, je me suis parti du principe que par rapport aux aléas, peu importe les aléas de la vie, je suis allé un peu violent, je suis d'accord, mais c'est qu'est-ce qu'on choisit d'en faire derrière. Et c'est là où j'ai décidé de créer ma société, de créer ma boîte. Je ne connaissais pas le bivouac. Je ne sais pas si vous existiez il y a 4 ans. Ah, voilà, dommage. Dommage. Et je suis repartie sur la même mécanique du succès. Tout d'abord, en fait, ça a été d'avoir une clarté, une connaissance de soi. En fait, on dit oui, oui, je sais. Déjà, on sait beaucoup ce qu'on ne veut pas dans la vie. On oublie de savoir ce que l'on veut dans la vie.
Et c'est un petit peu, comme vous avez déménagé de locaux, on a eu beau m'expliquer où c'était. Je suis une femme, au volant, comment savoir où aller. Heureusement, il exige des GPS. Quand je suis rentrée dans ma voiture tout à l'heure, j'ai tapé l'adresse au GPS. J'ai pas dit au GPS, qui m'a dit, Siri qui me demande «Bonjour Marion, que puis-je pour vous?» Je lui ai pas dit «Je voudrais aller je sais pas où». Sinon, je serais encore je sais pas où. En fait, ça paraît une évidence que quand on rentre une adresse dans un GPS, parce qu'on veut aller à un endroit précis, mais dans nos vies, on ne sait pas quelle adresse rentrer. On se demande toujours, je ne sais pas trop où je veux aller, je verrai bien, on verra bien le destin. Et en fait, dans ce cas-là, on se laisse guider dans la vie. Alors, il y a des moments pour se laisser guider, mais il faut quand même être le conducteur de sa vie. C'est vous le conducteur, en fait. Se laisser guider, c'est oui, accepter de voir un petit peu les aléas, saisir les opportunités, mais il faut déjà rentrer la bonne adresse et se poser la question, où est-ce que j'ai envie d'aller? Et évidemment, quand on sait où on va, on prend les bonnes routes. Trop de personnes sont comme dans un marécage. C'est-à-dire qu'ils avancent, ils essaient, ils s'embourbent, et plus ils essaient d'avancer, plus ils s'embourbent. Et concrètement, un marécage, ça pullule, on est statique, on s'embouse, et finalement, on n'avance pas dans sa vie. Et ça, c'est déjà la première chose, de se dire, où est-ce que je veux vraiment aller? Et dans son agenda, parce qu'on est tous débordés, moi, il y a toutes les semaines, il y a un rendez-vous avec moi-même. Donc Marion prend rendez-vous avec Marion, c'est toujours assez bizarre. Une fois par semaine. Et puis tous les mois, il y a le gros rendez-vous, il y a le check-up au total. Et on oublie de faire ce rendez-vous. Posez-vous la question, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un rendez-vous positif avec vous, parce qu'on va voir l'impact des mots et de la pensée, mais se prendre ce rendez-vous. Aujourd'hui, où est-ce que je suis et où est-ce que je veux aller? Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous n'êtes pas là où vous voulez, c'est pas grave. C'est de faire au moins un point, de savoir où on est. Et quand je parle de clarté aussi, c'est savoir ce qui vous anime en fait. Parce que malheureusement, on est pris par le bruit, par l'environnemental, ainsi de suite. Et on ne sait plus forcément ce qui nous anime vraiment. Et vous allez voir que si on n'œuvre pas pour ce qui nous anime vraiment, derrière, toute la mécanique du succès ne peut pas arriver. Donc on se contente de subir sa vie au lieu de la vivre. Donc ce rendez-vous avec soi-même, il est vraiment primordial. Ensuite, c'est s'engager. C'est parfois le plus difficile. Et on ne peut pas s'engager dans quelque chose, s'engager à 110% dans quelque chose qui ne nous tient pas à cœur. J'adore raconter cette anecdote par rapport justement à ce que j'ai pu connaître dans ma vie d'athlète, la nécessité d'avoir un pourquoi et un engagement. On avait donc plusieurs entraînements par semaine, par jour. En fait, en moyenne, on s'entraînait 2 à 3 fois par jour. Donc évidemment, quand c'est des journées où vous entraînez 3 fois, le premier entraînement, il faut le commencer de bonne heure. Donc souvent, c'est à 7 heures, les fesses dans l'eau. 7 heures du matin, les fesses dans l'eau chlorée, pour un programme à peu près de 6 km au menu, en natation. Donc autant dire que l'hiver, quand on sort de son lit, on n'a pas très envie. Enfin, si on réfléchit maintenant, 7 heures du matin, piscine de Coubertin, ça fait super pas rêver. Alors après, aujourd'hui, on me dirait, ça ne te dit pas d'aller nager à 7 heures du matin? La réponse, elle est non. Oui, pourquoi faire? Enfin, sauf si il y a éventuellement un pari débile, ou si je reviens d'un jet lag, éventuellement ça peut passer. Mais à l'époque, ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais posé de problème de faire un truc débile à 7 heures du matin dans l'eau, l'hiver, en maillot de bain, à nager. Parce qu'en fait, mon pourquoi, il était tellement fort. Je vais pas vous le mentir, je veux être la meilleure du monde. C'est un peu boulard. C'est ce que je me disais à moi, hein. Je disais pas trop aux médias, mon but c'est d'être la meilleure, c'était pas le but, mais c'est ça qui m'animait. Je me dis, je veux vivre ma carrière, peu importe que je sois la meilleure ou pas, mais de me dire qu'à la fin de ma carrière, c'était 100% de mon potentiel. Alors évidemment, j'ai essayé de viser haut, parce que comme on dit, vaut mieux viser la lune, au pire, j'atterris dans les étoiles si je me rate. Alors que si je vise que les étoiles, je vais tomber par terre. Donc évidemment, ça me paraissait pas un problème d'être à 7 heures du matin dans l'eau, parce que ça me tenait à cœur. Aujourd'hui, être la meilleure en triathlon, je sais que c'est mort maintenant, donc être à 7 heures dans l'eau, pourquoi se faire du mal?
Donc, impossible pour moi de mettre le réveil avant 7 heures. Enfin, quand la petite pleure pas, évidemment. Là, c'est à notre réveil. Donc, évidemment, l'engagement, il est important. Et l'engagement à 110%. C'est-à-dire que on ne peut pas réussir en s'engageant un peu et voir. Imaginez, c'est à votre conjoint. Je t'aime, mais à peu près. J'attends de voir. Alors évidemment, vous n'allez pas dire vous l'aimez dès le premier soir ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'à peu près en fait. Il n'y a pas d'à peu près. Imaginez, votre conjoint, je t'aime, mais à peu près. Si le matin, imaginez, vous habillez, mais à peu près. Je vais mettre qu'une chaussette, je vais attendre de voir. Sait-on jamais. Quand je vais accoucher, ça va pas être à peu près, hein, on va tout enlever. Hein. Enfin, bon, il restera du poids derrière, mais je vais pas accoucher à moitié en disant je garde un bras et une jambe, sait-on jamais, parce que j'attends de voir quand même ce qui va se passer. L'engagement dans quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pas un problème. L'engagement dans quelque chose qui vous tient un peu à cœur, bon, ça vaut le coup d'y réfléchir à 2 fois. Donc, à chaque fois que vous avez pas trop envie de vous engager, posez-vous la question si vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'est une question à se poser. Parfois, la réponse est dure. J'espère ne pas créer de rupture de couple ce soir. Au moins. Ou de gens qui s'habilleront en... On peut prendre l'intégralité demain. Donc l'engagement, il est primordial. Et puis on peut se tromper. Et c'est ça qui est dur. Se tromper, c'est pas pareil que l'échec. Ou alors, vous pouvez appeler le mot échec comme vous voulez. Aujourd'hui, dans notre société, c'est pas bien, l'échec ou de se tromper. Je sais pas d'où on tient ça. Je sais pas d'où on tient ça, parce qu'en fait, sans échec, il n'y a pas de réussite. S'il n'y a pas d'échec, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris de risque. Si vous n'avez pas pris de risque, vous n'allez jamais pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel. Quand on crée une start-up, on est obligé à un moment donné de prendre les risques. On est obligé parfois d'avoir peur et en effet d'avoir pris des risques. Mais c'est incontournable. Sinon, c'est toujours dur. Hein. Là, je sais que je m'adresse à un public d'entrepreneurs. Donc ça va. Si je m'adressais à un public vraiment autre, je pense que la phrase que je vais dire pourrait vraiment choquer tout le monde. Mais de ne pas prendre de risques, c'est se contenter d'une vie moyenne. Alors ça fait toujours bien sur le papier parce qu'on est moyen, mais on n'est jamais pleinement heureux. Donc ce que je dis là reste ici. Enfin non, ça va être à la télé. Mince. Mince. Bon, bah c'est pas grave, on mettra des bips ou on mettra quelque chose, une pub à ce moment-là. Donc du coup, là, donc c'est à un moment donné, il y a cette peur de l'échec, il faut la relativiser. L'échec est nécessaire dans l'évolution. Alors, par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se tromper toujours sur la même chose. Tout le temps, tout le temps. En effet, on peut se tromper. Par contre, l'avantage de l'échec, c'est qu'il permet de réajuster sa stratégie. Et puis, l'échec, en fait, n'apparaît que parce qu'il y a de l'action. Donc, il faut agir, accepter de se tromper, réajuster et refaire. Et en fait, vous verrez que plus tard, on se souviendra que de ce que vous avez réussi, que ce que vous avez raté. Exemple, un palmarès sportif. On voit que les super lignes. Je peux vous dire que des bouses, il y en a eu. Hein. Parce qu'on voit, par exemple, j'en sais rien, podium en Coupe du Monde, championne du monde, championne d'Europe, ainsi de suite. Tout ça, on le voit. Sauf qu'on ne voit pas la fois où j'ai fait 52e, la fois où au 7e kilomètre, j'ai complètement explosé et je finis 42e. Tout ça, on ne le voit pas. Mais c'est pas grave. Alors, sur le coup, on n'est jamais très content, puis on réajuste pour la fois d'après. Donc, il ne faut vraiment pas avoir cette peur de l'échec. Et même aller chercher l'échec, peut-être pas, ça fait un peu maso quand même, mais se dire qu'à un moment donné, tirer la satisfaction de se dire j'ai agi à 110%. Et rien que j'ai agi à 110%, vous allez déjà sortir de la moyenne des gens. Parce que des gens qui agissent avec un engagement maximal, c'est rare. Donc quand on crée une start-up, le but c'est de sortir du lot. Donc déjà, vous avez déjà deux éléments indispensables. Et puis, bah voilà, il y a des ratés qui sont pas graves. Je pense qu'ici, tout le monde s'est déjà servi d'une salière. On a déjà trop salé un plat. C'était pas très bon sur le coup, et puis la fois d'après, on a un peu moins salé, c'était meilleur. Donc vraiment relativiser sur l'échec. On n'a pas le code nucléaire de la Corée entre les mains. Hein. Enfin, d'ailleurs, ce serait peut-être préférable, ceci étant. Mais voilà, donc pas avoir peur de l'engagement. Et justement, l'engagement
110% permet d'agir. L'action peut mener à l'échec, mais on réajuste derrière. Ce qui paye, c'est les actions massives stratégiques. C'est la répétition d'actions avec un réajustement permanent. Si vous n'agissez pas, il ne se passera jamais rien. Ensuite, il y a cette notion de progression. Alors, la progression, concrètement, mon entraîneur, il était très simple. Il disait qu'en gros, sur le tableau, il y avait souvent le dicton « Celui qui renonce à être meilleur cesse déjà d'être bon ». Ça donnait un peu la couleur de la séance à 7 h du matin. Embêtant celui-là. Mais voilà, mais c'est pas faux. C'est pas faux parce qu'il partait du principe qu'en fait, tout bouge autour de nous. Tout évolue autour de nous. Et refuser de progresser en disant « je suis bien là où je suis », c'est accepter de régresser. Et ce que je vous dis là, c'est valable, certes, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que des startups dans tous les sens, le monde économique bouge. Si on se contente d'eux, on le voit vite aujourd'hui, dans le paysage économique, on disparaît. Mais c'est également valable dans notre vie de tous les jours. Alors, l'avantage aussi, c'est de se dire que chaque jour est une opportunité pour être un peu meilleur qu'hier. Moi, c'est comme ça que je vis la progression. Enfin, que j'essaie d'animer mon quotidien. Sincèrement, je prends l'exemple, parce que comme ça, vous comprenez qu'on a peut-être vécu les mêmes galères. La première fois que j'ai mis une couche à ma fille, c'était une horreur. J'ai mis à l'envers, j'ai mal scotché, du coup j'ai retourné, j'ai rescotché. Et au final, je me dis, ah, ça y est. Donc je me dis, non, là, je lui ai un peu fait un garrot. Donc j'ai un peu desserré la couche, pensant que c'était bien correctement. Et puis en fait, je me suis aperçue que rapidement, il y avait eu celle débordante. Donc je me dis, je pense que je ne l'ai pas très bien mise finalement. C'est pas grave parce que je me dis, elle ne sera pas propre avant 2 ans, 2 ans et demi. Donc j'ai finalement une trentaine de mois pour progresser sur ce côté-là. Et petit à petit, j'y suis arrivée. J'y arrive maintenant. L'autre n'aura pas n'aura pas cette malchance de tomber sur une maman qui ne sait pas mettre une couche. Et en fait, ça a été cette progression. Et la progression, elle est nécessaire dans votre vie de couple, dans votre vie personnelle, dans votre vie amicale. Je dis pas que, par exemple, alors dans la vie de couple, des fois, les gens disent, oui, enfin, je peux pas non plus faire des folies, porte-jartel, le fouet, arriver, non, j'ai progressé par rapport à hier, parce que je sais pas où ça va nous mener tout ça. Mais il peut y avoir des progressions. C'est-à-dire que c'est de savoir, à un moment donné, faire la petite chose supplémentaire pour son conjoint, la petite chose qui fait plaisir. Idem dans l'éducation de ses enfants. On n'est pas parfait tous les jours, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout de ne pas être parfait. Ce qui compte juste, c'est d'être un peu moins nul que ce qu'on était la veille. Ou tout du moins meilleur le lendemain. Ça fait un petit peu mieux quand même de le dire comme ça. Donc c'est tout simplement de se dire comment je peux faire un petit peu mieux tous les jours. Et pourquoi en fait cette image en escalier? Parce qu'on a cette fâcheuse habitude de toujours regarder le sommet. Et ça, j'y pense notamment quand j'ai intégré le Centre national d'entraînement. Moi, je voyais les meilleurs mondiaux. Et je voyais ce que j'étais capable de faire. Et je me disais, mais je ne vais jamais y arriver. Parce que quand on crée sa société, quand on crée sa start-up, on voit en fait la réussite des plus grands. On aimerait être des Bill Gates, on aimerait être ça. Sauf que en fait, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et si on s'axe sans cesse à regarder que ce que font les meilleurs, comment sont les meilleurs, c'est un excellent moyen d'observation. Mais il faut se dire, ok, moi aujourd'hui j'en suis là, c'est ça que je veux, j'ai pris rendez-vous avec moi-même, je m'engage, je mets de l'action quotidiennement, et puis j'essaie de faire un petit peu mieux tous les jours. Et à force, il va y avoir cette progression. Donc ce petit pas chaque jour, il est indispensable, étape par étape, et puis de penser aux petites victoires de la vie aussi. Les petites victoires. Alors, ça a été quelque chose qui a été très troublant, puisque m'auto-féliciter de petites victoires du quotidien, j'ai eu du mal. Il y a un exercice qui consiste à faire tous les soirs, au moment de s'endormir, les 5 choses bien que vous avez fait de la journée. C'est nécessaire de prendre ce temps-là, 5 points positifs de la journée. Et vous verrez que vous aurez du mal à les trouver au départ. Vous allez trouver 1 ou 2, et encore, vous allez vous dire non, aujourd'hui je vois pas ce que j'ai fait de bien. Moi j'ai mis très longtemps à les trouver, parce qu'évidemment, quand on est athlète de haut niveau, on fait entre guillemets des choses hors normes,
des choses exceptionnelles. En plus, on vous le dit, on vous dit que vous êtes beau tout le temps, donc c'est génial. Mais on fait des choses exceptionnelles. Et quand je suis revenue à une vie un peu plus normale, que j'ai arrêté ma carrière, je me suis retrouvée à créer ma boîte, je ne voyais pas ce que je faisais de bien en fait. Je me dis, allez, j'essaie de survivre, quoi. Ouais, allez, super. Et on a du mal à trouver ces petites victoires au quotidien. Pourtant, elles sont essentielles. Alors, celle d'hier, je pourrais vous les donner, je vous en donner deux par exemple. J'ai garé ma voiture en créneau du premier coup. Bah oui, mais pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. La place était large, ok, mais du premier coup. Alors, je vais pas m'auto-féliciter de me dire, ouah, c'est génial, j'ai garé ma voiture du premier coup, ainsi de suite. Parce que ma deuxième victoire, c'était de me dire que j'ai joué au Lego Duplo avec ma fille et qu'elle était contente. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. Pourquoi une victoire? Parce qu'en fait, elle a souri, elle était contente de passer ce temps-là avec sa maman. Parce que il y a des jours où je travaille beaucoup et à un moment donné, quand je suis avec elle et je coupe portable, ainsi de suite. Et je me dis, ma victoire, c'était de couper complètement le boulot, de passer ces 30 minutes à jouer au Lego Duplo. Et elle était contente. C'est une victoire, ça peut paraître nul, fade. Sauf que si vous endormez tous les soirs avec 5 points positifs sur vous-même, vous allez déjà mieux vous endormir. Et la neuroscience démontre que vous allez créer des connexions synaptiques positives durant votre nuit de sommeil. Parce que vous endormir avec « je suis nul »,« j'ai oublié de répondre à ce mail »,« je suis oublié de passer à la poste »,« faut que je pense à racheter du jambon », parce que c'est souvent ce qu'on se dit le soir, et puis « ah, faut que je rappelle absolument machin », et oh, « bidule, qu'est-ce qu'elle me gonfle », je pense pas que ce soit les mêmes connexions synaptiques qui se déroulent. Donc évidemment, il y a cette pensée à un moment donné de réussir à fixer ces petits challenges, ces petits objectifs, valider ça, ces petites victoires, parce que c'est ce qui donne envie de progresser. Si à un moment donné, vous passez votre temps, parce que s'auto-fouetter, je pense que beaucoup de gens savent faire, se congratuler, très peu de personnes. Autre point aussi, c'est penser autour de vous aussi. Et puis d'ailleurs que c'est même stratégique. C'est-à-dire que savoir féliciter les gens avec qui on travaille, savoir féliciter les gens avec qui on vit, c'est primordial. Parce que même si on est souvent seul dans le fait d'être centré sur soi-même, d'apprendre à se connaître, parce que personne d'autre que vous ne vous connaît mieux. Donc déjà, c'est quelque chose qui est important, de vous connaître vous. Mais on n'est pas finalement si seul que ça. On a tout un environnement autour de nous. Et cet environnement, il est primordial pour deux choses. Parce que il nous permet déjà de nous réajuster un petit peu. Et puis, on doit aussi les féliciter et les encourager. Parce que c'est ce qui va aussi les donner envie de progresser. Quand on est dans une start-up, qu'on est parfois le fondateur, on travaille parfois avec des associés, avec des salariés ou des choses comme ça, ça mange pas de pain de juste dire tiens, tu as fait du bon boulot, tiens, merci, ainsi de suite. Parce que ça va lui donner envie de progresser et puis de se dépasser pour vous. Donc de donner du 110%. Et même dans la vie de tous les jours. L'exemple. À la maison, sauf si vous avez une femme de ménage, mais il y a bien quelqu'un qui doit repasser et plier le linge. Il y a une tâche qui doit être faite. Mon conjoint l'a fait, donc j'étais... Autant dire que je l'ai bien félicité. Pourtant, ça paraît une évidence. Combien de personnes... Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame qui plie le linge dans le foyer. Moi, j'ai cette chance que c'est monsieur. Je fais d'autres tâches nulles, je précise quand même. Chacun ses tambouilles. Mais le fait de féliciter la personne, plutôt que de simplement prendre son linge et le ranger, déjà, il est content parce qu'il voit l'attention qui a été donnée, enfin, que j'ai remarqué l'attention, et puis ça va peut-être le motiver à le refaire. Donc, stratégiquement, c'est intéressant. Mais cette auto-félicitation et tout ça, c'est pas être faux cul. C'est pas avoir le boulard que de se dire j'ai fait ça bien, ainsi de suite. C'est pas, ça n'a rien à voir avec moi je m'aime, je suis trop beau, je suis trop fort. Mais c'est simplement ces petites victoires qui vont vous donner un petit peu cette envie de progresser et de voir aussi le chemin parcouru. L'importance aussi avec le rendez-vous avec soi-même, c'est que l'idée, quand je prends avec moi-même, c'est de voir que j'étais là ce mois-ci et que je suis là ce mois-ci. Même si la progression, elle est de ça. Et puis des fois, il y a même des secteurs dans lesquels ça baisse, je sais pas, sur comment j'ai eu de l'énergie ce mois-ci, ensuite comment je me suis comporté psychologiquement avec certaines personnes. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien, ainsi de suite. Mais ce qui compte, c'est juste de pouvoir voir cette évolution pour pouvoir vraiment progresser. Donc, sans progression, c'est de la régression. Et pensez-y vraiment dans votre quotidien et puis avec les proches. Alors après,
c'est l'énergie physique et la nutrition. Alors, je sais que mon métier d'origine, c'est nutritionniste. J'ai travaillé derrière des études de psycho et passé un certificat en PNL, puisque je me suis dit qu'après tout, dire aux gens ce qu'il fallait manger, tout le monde le sait. C'est très bien que le pâté, c'est un peu moins bien que le poulet, même si ça commence par un P. On sait très bien que en quête d'EP le soir devant la télé, on préfère manger du chocolat que du chou-fleur. On est d'accord. Donc je me suis dit, bah, vu qu'on le sait, je vois pas l'intérêt de le dire. Même pas l'intérêt d'en faire ce métier. Donc je dis, mince, maintenant que je suis quasiment à la fin des études, j'ai quand même les terminer. Mais je me suis dit à un moment donné, c'est cette prise de conscience. On est le reflet de comment on mange et de comment on bouge. Aussi cucu que soit manger, bouger comme message, mais c'est pas complètement faux. Donc évidemment, on ne peut pas avoir de l'énergie, se dépasser, avoir de la clarté, avoir une bonne opinion de soi, une bonne estime de soi quand on est crevé, qu'on dort mal, qu'on est tout le temps, qu'on a tout le temps des douleurs, puisque nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. Je ne vais pas dire que si vous mangez kebab, vous ressemblez à un kebab. On voit tous le truc sur la broche, mais c'est quand même un petit peu ça. Et ce que l'on mange détermine voilà, notre acuité physique, notre acuité intellectuelle. On ne peut pas prendre de bonnes décisions et réussir dans sa vie avec un cerveau qui tourne au ralenti. Alors il y a toujours cette fameuse phrase avec la nutrition, bah, faut bien se faire plaisir. C'est la phrase qui sort tout le temps. Sauf que la notion de plaisir, ça dépend où est-ce que vous placez le curseur. Et sachez que déjà, quand on ouvre un dictionnaire des synonymes, plaisir n'est pas du tout un synonyme de pétage de panse. Hein. C'est pas du tout à la même page. Et évidemment, cette notion de plaisir, c'est quoi le plaisir? C'est de se dire j'ai mangé gras et sucré, j'ai satisfait mon cerveau à un instant T, parce que c'est le cas, hein, quand on mange du gras et de sucre, c'est l'instant T, c'est la drogue du cerveau à l'instant T, on est content, on est bien, mais après, en soi, le plaisir différé, il est nulle part. Par contre, on sait que par une bonne hygiène alimentaire, qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, c'est une meilleure concentration, une envie débordante d'énergie. C'est le fait, tout compte, de bien dormir, parce que notre alimentation détermine notre sommeil. Alors, bien dormir, c'est pas dormir longtemps, parce qu'il y a des gens qui peuvent se coucher à 8 heures, enfin, allez, 9 heures le soir, à se lever à 7 heures le matin en se disant, j'ai passé beaucoup de temps dans mon lit, mais c'est pas pour ça qu'ils ont bien dormi. Ils n'ont pas de sommeil réparateur. Donc concrètement, le logiciel cérébral ne se remet pas bien à jour sur un sommeil perturbé. Et puis concrètement, c'est se lever le matin en étant fatigué. Quand on se lève le matin en se disant vivement ce soir je me couche, la vie d'entrepreneur à la conquête, c'est un peu raté quand même. Donc évidemment, notre alimentation joue un rôle fondamental sur ce qu'on mange. Combien de personnes ne prennent pas de petit déjeuner ou prennent tout simplement un fameux pain beurre confiture, un croissant, un café, en se disant ça va aller et puis à midi ça ira bien. Concrètement, si vous ne fournissez pas à votre corps des éléments indispensables pour fonctionner de manière correcte sur la journée, il ne va rien se passer. Votre corps il va tourner au ralenti. Il va même faire, alors phénomène inverse, désolé pour ceux qui veulent perdre du poids, mais résistance à l'amaigrissement. En mangeant pas le matin, c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Donc évidemment, cette énergie, d'un point de vue par l'alimentation, elle est primordiale. Et puis l'activité physique. J'ai pas le temps. Puis le sport, c'est fatigant. C'est vrai en plus. Le temps, c'est ce qu'on décide d'en faire. Et forcément, si on n'est pas concentré, on est obligé de faire prendre plus de temps pour faire des tâches. Quand j'étais commercial en pour une boîte de compléments alimentaires et je me suis retrouvée à manager des gens. Et je supportais pas le manque d'efficacité. Je suis un peu bourrine, vous l'aurez remarqué. Mais j'ai expliqué à mes managers que prendre 60 minutes à 80% de son énergie ou 60 minutes à 110% de son énergie, quoi qu'il en soit, ça fera toujours 1 heure. Sauf que avec une concentration de 100% et une énergie de 100%, le résultat à l'issue de l'heure est quand même beaucoup plus probant que quand on n'est qu'à 80%. Et on sait que le sport libère des endorphines, libère des hormones. On sait qu'il donne une meilleure acuité intellectuelle, donc une meilleure concentration.
Donc je me dis, ben, moi je préfère travailler 2 heures de manière efficace, prendre 1 heure pour faire du sport, plutôt que finalement passer 3 heures au boulot en me disant, bah j'ai comme ça, j'ai quand même pas, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'étais 3 heures au boulot et puis il me reste une tonne de trucs à faire. J'ai bonne conscience en me disant j'ai passé du temps au boulot, mais au final, la productivité, elle aurait pu se faire en 2 heures. Et réfléchissez le nombre de tâches au boulot que vous pourrez faire en 1 heure. Alors, ça pareil, c'est plus compliqué à dire à des salariés qui se disent ouais mais j'ai 35 heures donc finalement que je sois efficace ou pas, je devrais peut-être mieux essayer de le diluer. Là aujourd'hui voilà, moi je pense et j'espère m'adresser à des gens qui soit même s'ils sont salariés ont cette responsabilité de produire et d'être efficaces, ou après des entrepreneurs où de toute façon votre temps c'est votre pomme, hein, donc autant qu'il soit efficace le maximum possible. Donc vraiment voilà, c'est besoin de travailler son énergie physique, son énergie mentale. Et le sport, c'est pas le but de se dire j'en fais une fois de temps en temps, c'est toujours avec une forme de régularité et puis d'adapter les choses. C'est sûr que, toujours dans la notion de progression, si demain vous dites allez, je me punis, je vais courir 1 heure et demie dans le parc des volcans, comment vous dégoûter du jour au lendemain du sport? Par contre, c'est voilà, par une reprise adaptée, ça marche. Et ensuite, bah, c'est l'aspect que je préfère, celui-ci, c'est l'énergie mentale. L'énergie mentale, donc comme je dis, j'ai travaillé beaucoup, j'ai étudié beaucoup la PNL, ça s'appelle la programmation neurolinguistique. Alors quand on me demande ce que c'est, j'explique que c'est la psycho moderne. Ça fait toujours, voilà, ça résume bien la chose. Le but c'est pas de repenser son enfance et de suite, mais simplement de se dire voilà, qu'est-ce qui, le mental. Souvent on dit les sportifs, ah, ils ont un gros mental. C'est vrai que c'est indispensable. Sauf qu'en fait, on ne n'est pas confiant ou pas confiant. Je vous jure qu'à la maternité, on ne colle pas un post-it sur un ligament en disant lui, il a du mental, lui, pas de mental, lui, mental, ou lui, non, il n'a pas de mental. On ne colle pas un post-it sur les gamins à la maternité. En fait, quand on est, on n'est pas terminé. C'est une bonne nouvelle. Enfin, ou pas. Mais non, dans l'idée, ça veut dire qu'il reste encore des choses à construire. Et l'énergie mentale, la confiance en soi, l'estime de toi, ça se construit. On ne naît pas champion, on le devient. Alors champion en sport, mais champion dans sa mentalité. Aujourd'hui, il y a des grands chefs d'entreprise, ils ont le même mental que les sportifs de niveau. Le mental, en fait, c'est toute personne à succès a un mental. Après, il y a des gens qui ne visent pas forcément le succès, mais je pense qu'on vise tous le fait de réussir ou d'être heureux. Je pense que personne ici se lève le matin en se disant « J'aimerais bien foirer ma vie, être triste et rater, tout rater. J'aimerais bien. » Je pense que personne ne se lève comme ça le matin. Ou alors ça craint. Mais normalement, on se lève au moins avec les bonnes intentions. Quand on n'est pas trop fatigué en plus. Mais derrière, c'est se dire, bah, maintenant, comment je vais agir dans la journée. Et ça reste entre nous, mais... Parce que voilà, ce qui reste dans cette salle, hein, on ne le répétera pas aux autres, mais entre nous, on est bien tous schizophrènes. Qui s'est déjà parlé? Qui a déjà même entretenu une conversation à plusieurs, hein? Des fois, on est nombreux là-dedans. Hein. Bah donc, on est schizophrène. Et oui, parce qu'en fait, en moyenne, on a 40 000 pensées par jour. C'est impossible d'en faire... c'est la moyenne, hein, c'est entre 30 000 et 50 000 pensées par jour. Conscientes, inconscientes. Elles sont obligées d'être là. Chez de l'enfant à l'adulte, à la personne âgée, on a 40 000 pensées par jour. On ne peut pas les arrêter, ces pensées-là. Par contre, on peut les sélectionner. Et consciemment ou inconsciemment, on peut sélectionner 10 000 pensées par jour. Alors après, c'est qu'est-ce que je sélectionne? Dans une optique de réussir et d'être heureux, est-ce que la sélection de la pensée « je suis nul », elle est utile? Pas vraiment. Donc l'idée, c'est de se dire, alors, c'est pas de sélectionner des pensées en se disant « je suis beau, je suis fort », c'est pas ça. Mais sélectionner la pensée qui va être utile. Parce que, quoi que vous sélectionnez comme pensée, vous aurez raison. Si vous vous répétez que vous allez rater, que vous êtes mauvais, que vous n'êtes pas heureux, vous allez avoir raison. Vous allez finir par conditionner votre vie à rater, à être malheureux. Oui, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, que ce ne soit pas terrible. Par contre, se conditionner et se dire que oui, ça va bien se passer, qu'on progresse, qu'on évolue,
qu'on est meilleur qu'hier, et que tout va bien, et qu'on n'est pas trop moche, parce qu'après on a la tête qu'on a, hein, après on a la tête qu'on a, après c'est ce qu'on en fait, mais du coup, ça va quand même conditionner vers un élan positif. Il y a beaucoup de sportifs, par exemple moi, on fait beaucoup de visualisation mentale. C'est des exercices de visualisation mentale qui sont importantes parce qu'en fait, ils nous conditionnent à gagner. C'est vrai que sur une ligne de départ, on est programmé pour gagner. C'est une réalité. Dans le monde du sport de haut niveau, c'est ça. On ne va pas se programmer à rater. Parce qu'il y a déjà suffisamment de pression entre les sponsors, la pression autour, les ci, les ça, les uns, les autres. On est obligé de se programmer pour gagner. Alors après, sans vivre une vie parallèle, mais si vous saviez le nombre de courses que j'ai gagnées, bon, ben je ne les ai pas toutes gagnées. Parce qu'évidemment, j'avais programmé le fait de me sentir bien, le fait de réussir, pour deux raisons. Un, être sur la ligne de départ et pas être apeuré par tout ce qui pouvait se passer. Alors, je n'étais pas non plus en mode écraser les autres, tout. Hein. Moi, j'adorais mes concurrents au passage, hein, parce que c'est elles qui me permettaient de progresser de jour en jour. Parce que être, comme je dis toujours, être le roi au royaume des nuls, c'est pas intéressant. Donc évidemment, j'étais contente d'avoir toutes mes adversaires, elles m'aidaient à progresser. Mais évidemment, je me programmais à me dire, bah, c'est moi qui vais gagner aujourd'hui. Parce que dans une prise de conscience positive, à moins d'être complètement allumé, mais bon, c'est rare, hein, les gens quand même qui prennent des risques inutiles tellement ils sont sûrs d'eux, mais on a quand même plus de gens pas sûrs d'eux que trop sûrs d'eux. C'est quand même une moyenne. En fait, ce programme à gagner, c'est une façon de me dire que je vais être dans un état psychologique qui va être bien, qui fait que je prendrai les bonnes décisions au bon moment, parce que je ne serai pas envahi par la peur. Donc forcément, bah, je vais prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'était aussi primordial pour dans le quotidien, dans l'entraînement. On ne faisait pas de la visualisation mentale 3 jours avant une compétition en me disant ça tombe bien, je vais la gagner, tout va bien aller. On faisait de la visualisation mentale régulièrement dans l'entraînement. Pourquoi? Bah, pour se motiver à y aller. Hein. Parce que quand l'entraînement est dur au quotidien, quand vous entraînez 2 à 3 fois par jour, que vous faites en moyenne entre 25 et 35 heures de sport, enfin d'entraînement par jour, enfin par semaine, pardon. Il y a un moment où il va falloir vous trouver des pensées positives, parce que quand vous avez mal aux jambes, parce que ça fait 10-12 jours que vous n'arrêtez pas de bouffer de la borne, qu'il faut prendre le vélo et qu'il pleut dehors, là vous avez intérêt à vous voir à un moment donné winner et à vous voir projeter et à savoir vraiment pourquoi vous êtes là. Donc évidemment, cette visualisation mentale, elle est importante et elle se fait aussi lors de rendez-vous avec vous-même. Une fois par semaine, se poser et réfléchir sur se voir gagnant, c'est bien. Et pour ça, en fait, il y a des exercices très très simples à faire. Je sais pas si on a le temps, je vous propose de le faire. Oui, on a le temps? Très bien. Allez, c'est un peu improvisé, je ne m'attendais pas à le faire, mais bon. Je vous propose de vous asseoir. Vous êtes assis. Alors, de bien poser vos pieds au sol, c'est ça que je voulais dire en fait. De vous relâcher et puis de fermer les yeux. Promis, je ne prends pas de selfie pendant ce temps-là. Donc, de vous concentrer sur votre respiration et d'inspirer. Gonflez bien la poitrine. Ne surforcez pas, mais essayez de respirer du ventre. Relâchez-vous le maximum possible. Et ensuite, relâchez la mâchoire, les épaules, les mains. Et ensuite, on va aller tout petit peu dans le passé. On va voir en quoi votre passé, déjà, il est juste parfait. Il est juste parfait parce que dans votre passé, vous avez tous eu une victoire. Telle qu'elle soit, quel qu'en soit le domaine. Avec vos enfants. Le jour où, je sais pas, vous avez des parents. Le jour où vous avez gagné la course du coin. Le jour où vous avez passé votre permis, votre bac. On a tous eu une victoire. Votre victoire, ça peut être aussi le jour où vous avez fait plaisir à quelqu'un que vous aimez. On a tous eu une victoire dans notre vie. Allez la rechercher. Prenez-en une, parce que je suis sûre que vous en avez eu plein. Et essayez de repenser, de revivre ce moment.
Ce moment, en fait, où vous étiez juste heureux et vous sentiez fort, vous vous sentiez inarrêtable. Et il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est vous qui avez fait ça. C'est votre pur produit. Et repensez à où c'était, ce que vous avez ressenti, les couleurs, les odeurs, les sensations que ça vous a procuré. Vous l'avez déjà vécu, donc c'est en vous. Et maintenant, on va faire un petit voyage, on va se projeter dans le futur. Et de vous dire que si dans votre vie de demain, vous pourriez avoir régulièrement toutes ces sensations-là. Cette sensation de bien-être, de bonheur, de force, de vous sentir confiant, heureux. Imprégnez bien ça. Et vous allez choisir sur votre main, sur votre poignet, un point d'ancrage. Vous allez effectuer une pression sur un doigt, sur votre poignet, votre bras. Et en même temps que vous pensez à ces sensations, vous allez presser ce point. Ce point-là, en fait, ce sera votre point d'ancrage de votre force, de votre bonheur. Prenez le temps. Et quand vous sentez, vous pouvez revenir avec moi. Prenez votre temps. Peut-être qu'ils vont la laisser réveiller. Mince. Mince alors. Genre, monsieur, soit il dort, soyez bien. Ah non, ça y est. En fait, ce point d'ancrage, quand je suis arrivée sur scène, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, je savais que tout allait bien se passer. Alors, cet exercice, il a été fait très rapidement. Il peut être... je ne vous ai pas mis trop dans un état de semi-conscience, sinon j'aurais peut-être perdu quelques-uns à 19h. Mais ce point d'ancrage, en fait, il faudrait le répéter pendant 21 jours. C'est la mécanique de la routine. C'est pendant 21 jours. Forcez-vous à le faire, aussi cucu qu'il peut paraître. Hein. Allez, ça a pris quoi 3 minutes. Prenez ces 3 minutes par jour, en stimulant à chaque fois ce point d'ancrage. Vous allez créer en fait une connexion qui va faire qu'à chaque fois que vous êtes dans un moment de panique, de doute, vous pressez ce point-là, tout se passera bien. Ça peut paraître bizarre, mais je vous propose d'essayer de le faire. Puis dans 21 jours, je ne sais pas combien on sera, on se tient au courant. On s'envoie un chat, un truc, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais voilà. Et en fait, ça c'est un... En fait, je ne vous ai pas menti parce que le souvenir que vous avez eu, c'est le vôtre en fait. C'est le vôtre. Alors je ne sais pas quelle soit, je pense qu'il y a autant de souvenirs différents que de personnes, mais c'est le vôtre. Et cette psychologie, ça se travaille. Cette envie de gagner, ça se travaille. Et l'envie de gagner, c'est pas écraser l'autre, c'est juste être la meilleure version de soi-même. Œuvrer quotidiennement pour être la meilleure version de soi-même. Pour être heureux et dupliquer du bonheur derrière. Et puis réussir. Donc, après, pour conclure, dites-vous que votre vie, en fait, vous n'en avez qu'une. Alors, c'est à la fois dur et une chance, parce que ça veut dire qu'on se dit, autant pas la rater. Parce que si on avait la vie éternelle ou qu'on avait plein de vies, on se dirait, on verra bien la suivante, et puis ainsi de suite. On se dit que entre guillemets, ça met une forme de pression, parce qu'autant réussir celle-ci. Et puis à un moment donné, peu importe d'où on vient, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et votre passé, il est juste parfait. Parfois, je vois des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je suis introverti, j'ai pas confiance en moi, parce que quand j'étais enfant, on m'a humilié, et puis on m'a racketté mon goûter à l'école. Et ça m'a marqué, et maintenant, je suis triste. » Mais en fait, chaque chose est une chance, en fait. Parce que si petit, on vous avait dit tout le temps qu'on vous aimait, que vous étiez super, que vous étiez beau, aujourd'hui, à l'âge adulte, vous seriez perdu. Parce que vous dites, mais je comprends pas, aujourd'hui, on me dit plus qu'on m'aime, on me dit plus que je suis beau, pourquoi? Donc en fait, votre passé, il est juste parfait. Votre futur, vous n'avez pas de souci à vous faire. Parce que si vous créez, en fait, sans cesse cette mécanique de clarté, de connaissance de vous-même, d'engagement, avec un objectif de progression,
que vous prenez soin de votre corps en lui apportant les bonnes choses, qu'à un moment donné, vous travaillez, vous cultivez cette psychologie de la gagne. Alors je dis de la gagne, mais de l'envie de réussir et du bonheur, ça peut que bien se passer. Donc moi je vous invite vraiment à vous dire que de toute façon, ce qui en vaut la peine prend du temps. Et que peu importe où vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous allez choisir de devenir demain. Je vous remercie, et puis ancrez ça. Bien, très grand merci à toi Marion pour cette conférence et puis ce moment de communion commune. Cet exercice, super. Ça, c'est aussi une première. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Marion maintenant? C'est la première question la plus dure, généralement. C'était la seconde. Mais Marion, le temps avec soi-même, tu l'estimes qu'il doit durer combien de temps? Au début, il est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Au début, on va prendre rendez-vous avec soi-même et puis au bout de 10 minutes, ça va nous saouler, quoi. Enfin, c'est souvent ce qui se passe. Enfin, c'est souvent ce que mes coachés me disent. Ils me disent, ouais, au bout de 5 minutes, c'est bon, j'avais fait le tour de moi-même, quoi. Et ce temps, en fait, après, il s'apprend. Alors, sans parler de méditation, parce que c'est des états un peu spéciaux, c'est de la maîtrise, mais petit à petit, c'est réussir à se prendre 1 heure. 1 heure, alors à se centrer sur soi et réussir à le faire 1 heure par semaine, c'est rien. 1 heure par semaine, c'est rien, mais au début, c'est possible que vous n'y arriviez pas. Mais c'est le fait de le faire, en fait. De se dire, voilà, cette semaine, ça a duré 3 minutes, la semaine d'après, ce sera peut-être 7, et petit à petit, vous allez réussir. Et surtout, ce rendez-vous avec vous-même, vous devez le prendre, en fait, de manière positive. Toujours noter ce que vous avez fait de positif. Le négatif, vous verrez que inconsciemment il viendra. Donc, axez-vous vraiment sur ce que vous avez bien fait. Et puis, sur le négatif, vous auto-flagellez pas non plus, hein. On fait tous des bouses. J'ai une question sur comment trouver le rythme, parce que vous disiez quelque chose d'intéressant au début, que vous rajoutiez des entraînements à votre planning d'entraînement, c'est-à-dire que vous étiez ultra motivé, vous étiez à 110%, et vous étiez même au seuil de rupture. Donc comment trouver cet équilibre sur ce qu'on a envie de faire et des journées qui font que 24 heures? Alors justement, c'est toujours... ce rythme-là, on reste des humains aussi. Et je range des entraînements, mais je me prenais des coups de barre pas possible. Et à un moment donné, c'est de réussir à réajuster. Et puis parfois, savoir se freiner. C'est assez paradoxal quand on veut aller de l'avant. Mais concrètement, quand on construit un entraînement à haut niveau, on s'entraîne en pensant à l'entraînement d'après. On est évidemment concentré sur l'entraînement qu'on doit faire. Mais on se dit que demain, après-demain, il y a encore des grosses charges de travail à faire, avec des séances clés à faire dans la semaine. C'est-à-dire qu'il y a des incontournables. Concrètement, dans une semaine, on a 15 entraînements à peu près, en moyenne. On a finalement que 6 entraînements qui sont clés. Il n'y a que 6 fois dans la semaine, on a un entraînement clé. Clé, quand je dis, c'est-à-dire que c'est celui qui va le faire le plus mal, c'est celui où il va falloir être là physiquement et psychologiquement. C'est celui qui demande la plus grosse exigence. Ça veut dire qu'autour, il y a 9 entraînements, pas qui ne servent à rien, mais qui sert à faire du foncier et finalement à préparer tout ce qui va être, tout ce qui va nous assurer un foncier et soit récupérer ou se préparer musculairement ou physiologiquement à ces 6 entraînements qui sont durs. Et donc après, c'est se dire que si on crame ses cartouches sur ces petits entraînements qui servent à rien, enfin qui sont pas primordiaux, quand il va falloir être là le jour J, on va pas être là. On va être un petit peu en croix et pas où il faut. Et finalement, la préparation, elle va être ratée. Et dans nos vies, c'est exactement pareil. Moi, je construis ma vie au même titre que j'ai construit ma carrière. Ça peut pas être bizarre, mais dans la semaine, on a des choses importantes, des moments importants. Et c'est important de noter ses priorités. Ça ne doit pas être tout le temps le boulot. De temps en temps, il faut qu'il y ait une place pour la famille. Il faut de temps en temps qu'il y ait une place pour ses amis. Il faut de temps en temps qu'il y ait une place pour son boulot, en effet. Il faut noter quelque part les points incontournables où il faut être là dans la semaine. Et le reste du temps, il ne faut pas tout donner tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de juniors qui, quand ils passent chez les seniors, volent en éclats, parce que c'était mon cas d'ailleurs,
C'est qu'un junior, c'est un jeune chien fou qui se jette partout. Quand il passe chez les seniors où les charges d'entraînement augmentent, c'est pas possible d'être à fond tout le temps. Donc, c'est savoir ménager sa monture quand il le faut. Et c'est pas faire preuve de fainéantise ou de ouais, j'y vais pas trop ou de non-engagement. C'est juste faire preuve d'intelligence. Moi, j'étais abruti complet dans ma première partie de carrière. Hein. C'était n'importe quoi. Hein. Alors, on me dit, ouais, lâche pas le morceau, elle est forte, mais c'était n'importe quoi. Enfin, je me suis fait opérer d'une hanche, j'ai une mononucléose, j'ai des fractures de fatigue dans tous les sens. Donc, parce que je voulais tout faire à fond. Et je pensais que c'était comme ça que ça marchait. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Alors, je dis pas qu'il y a des rendez-vous que je fais en freestyle, mais il y a des rendez-vous où je me mets pas dans une mode condition warrior, quoi. Là, ce soir, un peu plus, un rendez-vous avec vous, mais quelque part dans la journée, aujourd'hui, voilà, c'est savoir se ménager. Mais pour ça, il faut noter ses priorités, comme dans les entraînements. C'est quels sont ceux qui je dois pas rater, où je dois être là. Bonsoir. Vous parlez d'engagement, de progression, d'objectifs. En fait, vous êtes à 100% dans la maîtrise. Qu'est-ce que vous pensez du lâcher-prise? Alors, oula, je ne suis pas 100% dans la maîtrise. Hein. Il y a des loupés. Hein. En fait, on va refaire un parallèle avec le sport. Pour un muscle, pour qu'il se contracte le mieux possible et être capable d'être le plus relâché possible. Et ces moments de lâcher prise, ils sont indispensables. Parce qu'on ne peut pas être à fond sans savoir se relâcher. C'est comme un bambou, s'il n'a pas de souplesse, si vous prenez un morceau de bois, si vous le tordez, il pète. Le propre d'un bambou, c'est capable d'avoir une souplesse. Et bien en fait, il faut être des bambous. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, pour être très fort, il faut être très relâché. On nous apprenait, notamment dans les gestuels, beaucoup sur la natation, parce que qui est un sport porté, qui est un sport qui nécessite un relâchement. Les meilleurs nageurs sont ceux qui sont capables d'avoir la plus grosse force et donc le meilleur relâchement possible. Regardez les nageurs de haut niveau, ils ont un relâchement, une souplesse pas possible. Par contre, quand vous voyez un Florent Manodou déménager sur un 50 nage libre, là, il y a de la force. Et le lâcher-prise, il est indispensable. Moi, je vous donnais l'idée du rendez-vous avec vous-même, qui est aussi en même temps l'opportunité de lâcher-prise, une fois par semaine. Mais évidemment, moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais au moins 3 fois par semaine. Et si je ne lâche pas prise 3 fois par semaine, vous demanderez à mon conjoint comment je suis. Je suis infernal. Donc évidemment, le lâcher-prise, il est primordial. Pour être fort, il faut savoir, c'est pas être faible, mais pour être très fort, il faut savoir se relâcher. Ça, c'est indispensable. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Moi, je ne savais pas faire. Je ne savais pas m'asseoir 10 minutes à un endroit et faire rien. Ça me paraissait pas possible, c'était une perte de temps. Aujourd'hui, je sais pas que je sais faire, mais et que j'en abuse de trop, mais voilà, c'est indispensable. Alors après, il y a exercice de respiration, exercice de visualisation, il y a vraiment voilà, un peu à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux, quoi.